pouvez y aller. Excusez-moi pour ce petit problème technique. Donc, bonjour à vous. Mon nom est Bad Bouziane. Je suis gestionnaire de projet et expert en vision et en intelligence artificielle au CRVI. Donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous faire cette présentation dont le titre, c'est l'intelligence artificielle dans la robotique avancée et les systèmes de vision industrielle. Alors, lors de cette présentation, je vais vous parler de quelques projets en robotique et en vision artificielle qui nécessitent l'utilisation de l'intelligence artificielle et plus précisément les réseaux profonds et comment le regroupement ForceAI peut aider à faciliter l'atteinte des objectifs de ces projets-là. Mais avant cela, je vais faire un petit rappel sur... Pourquoi j'arrive pas? Okay. Mais avant, donc, je vais faire un petit rappel sur la différence entre le machine learning et le deep learning. Donc, la différence principale entre le machine learning et le deep learning, c'est que pour le machine learning, il y a une partie programmation qui est faite par des êtres humains. Donc, en fait, toute la partie analyse des images pour extraire des données, c'est fait par des humains, par de la programmation classique. Donc, on va programmer des fonctionnalités, puis des formules mathématiques pour extraire des features, des caractéristiques des images qu'on introduit ensuite dans des classifieurs comme des SVM pour ensuite faire la classification d'objets. Donc, dans cet exemple-là, l'objectif, c'était de classifier des voitures. Donc, on prend des images de voitures, on les rentre dans le programme pour extraire les caractéristiques. Ensuite, on fait passer la matrice ou les vecteurs des features dans un classificateur pour ensuite avoir le résultat qui est la classification des autos. Avec le deep learning, toute la partie feature extraction et classification sont faites par les réseaux. Il n'y a aucune programmation qui est faite. Tout dont on a besoin, c'est des images qu'on fait rentrer dans le système. Le système apprend par lui-même et puis il va trouver les caractéristiques par lui-même pour ensuite nous donner les résultats. Donc ça, c'est l'avantage primordial du deep learning. Et donc, le deep learning, comment dire, c'est une façon de faire qui est très, très adaptée pour être utilisée dans les cas où programmé par des fonctions, pas modélisé, programmé par des fonctions mathématiques, des comportements ou des caractéristiques comme des formes, comment dire, des formes, que ce soit de la texture d'objets. Et si elle est très, très compliquée, puis que ça prend beaucoup de temps pour englober toute l'information, il vaut mieux utiliser le deep learning qui, lui, va extraire l'information essentielle sans avoir à programmer ces algorithmes. Puis c'est très adapté, par exemple, dans tout ce qui est vivant ou comme des plantes, des essences de bois, des personnes, ou comment dire, il n'y a aucun individu qui est semblable à notre individu. C'est pas fabriqué sur une chaîne où tous les objets sont identiques. Donc, l'apprentissage profond, comme on a vu, il permet au système d'apprendre et de s'améliorer automatiquement grâce à la collecte de données, d'expériences et d'algorithmes sans être programmé. C'est ça le point le plus important. Donc, il n'y a pas de programmation. Mais ce qui est très important, c'est les données qui sont utilisées par le système. Et les méthodes d'apprentissage profond, leur objectif, c'est d'imiter le cerveau humain qui, lui, s'entraîne avec des modèles avec plusieurs niveaux d'abstraction. Donc, c'est ça l'objectif. On essaie de reproduire la façon de fonctionner des cerveaux humains, donc avec plusieurs niveaux d'abstraction. Donc, avec les données qu'on absorbe, on apprend par nous-mêmes à faire des actions. Puis, l'objectif des réseaux profonds, du deep learning, c'est ça, se reproduire la façon de penser des humains. Et puis, comme la principale
la principale intrant qui fait que les réseaux vont bien fonctionner, c'est les données. Donc, la qualité des données est très importante et le principe suivant s'applique. Si vous avez une qualité de données qui est médiocre à l'entrée, alors les résultats que vous allez recevoir est aussi médiocre. Donc, c'est très important que les données soient bien nettoyées, qu'il y ait l'information minimale qui permet d'avoir une corrélation entre les données et les actions à réaliser. Donc, de façon générale, les données d'apprentissage doivent être représentatives de l'ensemble des données. Donc, les données qu'on utilise pour faire l'apprentissage doivent représenter comment dire, le vrai environnement ou les vraies choses qui vont se passer après. Donc, il faut que les données d'apprentissage ressemblent aux données test. Il faut qu'ils possèdent les mêmes distributions. Enfin, le choix du bon algorithme d'apprentissage, il va dépendre de plusieurs facteurs, comme la taille, la qualité et la diversité des données, ainsi que les réponses que nous souhaitons obtenir à partir de ces données-là. Là, je vais vous montrer une image qui résume en fait les trois expertises du CRVI qui sont la vision, donc c'est les systèmes de vision, l'IA et puis la robotique. Donc nous, notre objectif, c'est de réaliser des projets de robotique avancée. Donc c'est ça ce qu'on voit dans le futur. C'est de la robotique avancée, donc c'est de la robotique qui ne nécessite pas de la programmation. Donc on veut reproduire des actions faites par des humains, par des robots, en utilisant les trois axes principaux de notre expertise, qui sont la vision, la programmation avec l'intelligence artificielle et ensuite l'utilisation des robots. Donc les caméras, les capteurs, que ce soit des forces, les capteurs de force, les capteurs de température, ça représente les yeux et l'essence de l'être humain. Ensuite, les algorithmes et l'intelligence artificielle, ça va représenter le cerveau de l'être humain. Et enfin, les robots ou des robots mobiles vont représenter les bras et la capacité de mouvement d'un humain pour aller d'un point A à un point B. Donc, ces trois axes-là, vous allez voir comment on les utilise dans des projets que je vais vous présenter maintenant. Donc, le premier projet sur lesquels, un des projets sur lesquels on a travaillé, qui est toujours en cours comment dire, il n'est pas encore fini, c'est un projet, il fallait caractériser des bardeaux, en fait, les bardeaux de cèdre. Donc, il fallait trouver les caractéristiques de ce bardeau. Donc, par exemple, la présence d'aubiers qui sont jaunes, la présence de nœuds pourris, des zones en fait mouillées. Et puis ensuite, c'est le bois qui est sain. Donc, ce projet-là, en fait, on a utilisé de l'apprentissage supervisé. Donc, on a essayé de reproduire les actions des meilleurs employés de cette compagnie-là. Donc, c'est eux qui ont annoté les images que vous voyez au milieu. Donc, les images au milieu, ça représente les annotations des meilleurs employés de cette entreprise-là. Puis, les images qui sont totalement à droite représentent les résultats du réseau qu'on a développé. Donc, vous voyez qu'on a pu détecter exactement comme ce qu'a détecté l'employé de la compagnie, la présence de l'aubier avec une confidence de 100%, le bois qui est sain avec une confidence de 100%, le bois mouillé avec une confidence de 72%, le nœud pourri avec 98%. Donc, en fait, on est capable de détecter les mêmes choses que les utilisateurs de la compagnie. Ensuite, la deuxième phase, c'est d'envoyer l'information, c'est-à-dire les zones où il y a toutes ces caractéristiques-là, pour que ça soit coupé automatiquement comme les employés le font actuellement. Donc, il faut automatiser, robotiser la coupe de ces bardeaux bruts en des bardeaux qui vont être ensuite commercialisés.
Le projet, après, le projet suivant, c'est un projet qui est aussi en cours. Donc, c'est la détection de la maladie d'Alzheimer dans la rétine. Donc, en fait, ce qu'on obtient, ce qu'on a comme données d'entrée, c'est un cube hyperspectral de la rétine de personnes malades et non malades. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des réseaux non supervisés et des réseaux supervisés pour essayer de classifier ou détecter les yeux de la rétine qui correspondent à des personnes malades. Donc, il y a une partie qui est faite par un réseau non supervisé, en fait, c'est de la, comment dire, du cluster non supervisé. Donc, en fait, l'objectif, c'est de trouver les signatures, donc de regrouper les signatures dans des signatures qui appartiennent aux personnes malades et des signatures qui appartiennent à des personnes non malades. Donc, des signatures qui représentent plutôt des personnes malades et des signatures qui représentent des personnes non malades. Ensuite, ces signatures-là qui ont été regroupées à partir de l'auto-encodeur vont être utilisées, on va entrer dans un classifieur qui, lui, est supervisé pour dire, voilà, les signatures qui correspondent aux malades et les signatures qui correspondent aux non malades. Avec les banques de données que le client avait, on arrivait à un taux de succès de 75%. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de données. Les banques de données, on avait à peu près 400 en fait, la banque de données contenait 400 cubes hyperspectrales parce que ça coûte très, très cher de faire de faire analyser ces images-là par, par de la radiologie. Bah, c'est de la tomographie en fin de compte. Puis, donc, on n'avait pas beaucoup de données là-dedans. C'est pourquoi on essaie maintenant d'utiliser des réseaux qui s'appellent des réseaux GANs, donc Generative Adversarial Network, qui permettent de générer des données fake. Puis ce que vous voyez là, c'est des images de personnes qui n'existent pas. C'est vraiment ces personnes-là n'existent pas dans la vie. C'est des images de personnes qui ont été créées par le réseau avec des détails très, très impressionnants. Puis pour générer ce genre d'images, ça demande une capacité de calcul énorme. Alors, donc ça, c'est juste pour des images 1D. Un cube hyperspectral, c'est 90 images. Donc, pour générer des cubes de 90 images, vous pouvez imaginer la capacité de calcul qu'on a besoin pour générer des images de haute qualité, d'où l'intérêt de faire partie du consortium ForceAI pour pouvoir mutualiser nos capacités de calcul et avoir accès à beaucoup de GPU dans le supercalculateur qui se trouve chez Calcul Québec actuellement. L'autre projet sur lequel on a travaillé, c'est l'inspection et le tri automatique des huîtres. Donc, une fois de plus, on utilise l'imagerie hyperspectrale pour détecter par apprentissage les huîtres impropres à la consommation, que ce soit des huîtres mortes ou qui comportent des bactéries, à travers leur signature hyperspectrale. Vous allez voir que selon les bactéries, les huîtres, ils ont une signature qui est différente. Ensuite, on utilise l'imagerie 3D 2D couleur pour trier les huîtres selon leur grade, que ce soit dimension, volume, forme et ainsi de suite. Et l'objectif, c'est reproduire par apprentissage la façon de trier des meilleurs employés de la compagnie. Donc, c'est de l'apprentissage par mimétisme. Puis là, vous voyez de quoi ça a l'air. Une image, en fait, selon la longueur d'onde, on est capable de différencier les huîtres selon la présence de la bactérie. Puis, pour ce projet aussi, on a besoin de capacités de calcul énormes. Et puis, le fait de faire partie de ForceAI, ça facilite ce travail-là. Le prochain projet, c'est un projet d'intelligence artificielle dans la robotique avancée. Donc, le projet, c'est pour le développement d'une cellule robotique intelligente qui va être appliquée pour le tri de matières recyclables. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est le montage
expérimentale qu'on utilise pour faire la détection et la classification des matières recyclables en utilisant de la segmentation sémantique et de la fusion de données, donc à partir de plusieurs capteurs. Puis je vais parler plus de la segmentation sémantique plus tard. Ensuite, il faut faire aussi de l'apprentissage automatique sur la façon de manipuler et de classifier les matières recyclables. Là, on utilise un apprentissage par renforcement. Je vais aussi en parler plus tard. Donc, que ce soit l'apprentissage par renforcement, juste l'apprentissage par renforcement, on a besoin de faire de la simulation pour pouvoir apprendre au robot avant par simulation, de faire des actions avant d'y aller dans la vraie vie pour éviter qu'il y ait de bris de matériel ou que le robot se frappe avec des objets ou qu'il fasse de mauvaises actions. Donc, il faut qu'on passe par de la simulation. Puis faire de la simulation, ça demande aussi beaucoup de capacité de calcul. Et avec ForceAI aussi, on va partager les connaissances des experts en intelligence artificielle. Donc, ce projet est très, très bien arrimé avec les objectifs de ForceAI. Là, ce que je vous montrais, c'est le vrai montage qui est au CRVI, qui ressemble au montage qui a été dessiné sur la slide d'avant, donc avec les bacs qui ramènent des objets, puis on fait l'apprentissage en boucle. Donc, le système apprend en boucle à reconnaître les objets et à essayer de les attraper. Donc, ça, c'est l'apprentissage par renforcement. Enfin, le dernier projet dont je vais vous parler, c'est le programme de recherche qui est la RI qu'on a actuellement, on est dans la première année, on a débuté à peu près il y a 4 mois. Donc, le programme de recherche de notre RI, c'est la robotique intelligente. Donc, on veut faire de la robotique intelligente. Et l'objectif du programme de recherche est de montrer qu'il est possible pour des robots industriels d'apprendre à effectuer des tâches et d'appliquer ce qu'ils ont appris pour une tâche à une autre tâche similaire. Donc, c'est-à-dire, ils vont apprendre à faire des tâches. Ensuite, s'ils rencontrent des tâches similaires, ils vont savoir quoi faire par eux-mêmes. On n'aura pas besoin de les programmer. Donc, la finalité de ce programme de recherche est de réduire radicalement le temps et la complexité de la programmation manuelle des robots industriels et de les rendre beaucoup plus utiles qu'ils ne le sont aujourd'hui. Puis, pour y arriver, ça implique d'utiliser plusieurs domaines et techniques tels que la perception automatisée, l'apprentissage profond, l'apprentissage par renforcement, la planification de mouvements, le contrôle de force, la simulation. Donc, tout cela, ça demande beaucoup de techniques, de technologies. Puis, une des technologies qu'on est en train d'utiliser en fin de compte, c'est le SDK Isaac de NVIDIA, qui est une plateforme qui permet de connecter plusieurs objets entre eux, que ce soit des robots, des caméras, des algorithmes de vision, des algorithmes d'intelligence artificielle, de fonctionner tout ça ensemble dans la même plateforme. Il y a aussi Isaac Sim qui fait partie de la même, de NVIDIA aussi, Isaac Gym, qui est un simulateur qui permet de simuler les actions faites par les robots de façon ça ressemble vraiment au réel. D'ailleurs, ce que vous voyez ici, c'est une simulation d'un robot qu'on lui fait apprendre à manipuler un objet, donc aller le prendre du point A vers le point B. Puis, ce que vous voyez en bas, c'est la segmentation sémantique dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, la différence entre la segmentation sémantique et la segmentation, disons, classique, c'est que la segmentation classique, elle va trouver les zones des objets. Donc là, elle a trouvé 8 chaises, alors que la segmentation sémantique, elle y va par groupe. Donc, elle dit, tout ça, c'est des chaises. Donc, elle reconnaît les objets. Elle ne fait pas juste à les localiser, elle les localise, elle reconnaît ce que c'est que l'objet. Donc, c'est ça l'objectif de la segmentation sémantique. Et on a besoin de cette segmentation sémantique pour reconnaître l'environnement dans lequel les robots vont fonctionner. Donc, ils doivent reconnaître
leur environnement avec les capteurs qu'on va mettre autour pour qu'ils se déplacent ou qu'ils fassent des actions. Donc là, c'est un autre exemple où l'utilisation de la simulation est très importante. Ça, c'est de la simulation qui est utilisée pour, en fait, c'est la simulation par renforcement. Donc, vous voyez, par exemple, dans l'image en haut, c'est un robot qu'on a entraîné par simulation à attraper des bouteilles en verre. Donc, une fois que la simulation est terminée, que le robot, comment dire, il fait les actions sans faire trop de dégâts, là, on va aller dans la vraie vie, utiliser des vrais robots, des vraies bouteilles pour appliquer ce qui a été appris en simulation et ensuite travailler sur les détails. Puis, comme vous voyez dans l'image plus bas, c'est un robot qui apprend par renforcement à ouvrir des tiroirs dans un meuble. Puis vous voyez, ce que vous voyez, en fait, c'est des centaines, sinon des milliers de robots qui font des gestes, c'est pas des gestes identiques, mais qui vont par essai-erreur. Donc c'est ça l'apprentissage par renforcement. Donc essai-erreur, ils sont récompensés s'ils arrivent à bien ouvrir la porte. Donc une fois qu'on lance cette simulation, cet apprentissage par renforcement de façon plusieurs millions d'itérations, là on va avoir un robot qui a appris à ouvrir une porte ou un meuble, puis ensuite on va faire l'action dans la vraie vie avec un vrai robot. Donc, c'est ça l'intérêt d'utiliser la simulation. Sinon aussi, il y a aussi la génération de données synthétiques, comme ce que vous avez vu avec le GANS, qui va servir à générer des données pour l'apprentissage. Parce que ce qui coûte cher dans l'apprentissage profond, c'est générer des données pour l'apprentissage. Donc, si on arrive à générer des données fake, donc qui ne sont pas vraies, mais qui ressemblent à la réalité, ça va comment dire, d'abord réduire le temps pour créer ces banques de données, puis aussi le coût pour créer ces banques de données. Donc, ça fait fin à ma présentation. Je vous remercie pour votre attention, puis je suis prêt à avoir vos questions. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. On va laisser quelques temps aux gens pour pouvoir nous répondre dans le chat, puisqu'il y a un petit délai là, entre le live qu'on a en ce moment et le stream qui est envoyé sur la plateforme de Eluxi. Donc, je vous remercie énormément pour votre présentation. C'était très, très instructif. On a une question de Monsieur Éric Capel qui dit: comment voyez-vous la convergence, intégration des technologies IA, IoT, Edge, Computing et la 5G? Ça fait, en fait, ces technologies dont Monsieur parle, ça fait partie des choses qu'on veut intégrer dans le programme de recherche sur lequel on travaille. Donc, c'est pourquoi on utilise la plateforme Isaac. On voit les objets comme des objets connectés. Donc, on veut être capable d'interconnecter les objets sans avoir à changer les algorithmes qui sont utilisés. Donc, on enlève un robot, on ajoute un robot, le système s'adapte. La 5G est importante parce que, comment dire, il faut que les systèmes soient capables de fonctionner. Donc, c'est la quantité de données qu'on veut, comment dire, qu'on veut pouvoir, on ne peut pas être toujours sur des réseaux, il faut avoir accès à l'information par le 5G parce que les réseaux profonds ont besoin de cette information pour pouvoir comment dire, prédire ce qu'ils ont à faire. Puis l'autre question, c'était par rapport au edge computing. Le edge computing, nous, dans le programme de recherche, comme les robots doivent avoir du edge computing, parce que d'ailleurs, on va utiliser des cartes Jetson Xavier pour avoir du edge computing. Donc là, on développe les algorithmes. On fait l'apprentissage sur des supercalculateurs. Ensuite, on prend le programme qui a fait l'apprentissage et on le roule sur des Jetson. Donc, c'est du calcul local parce que les robots,
il faut qu'ils agissent. Le temps de latence est très, très important pour la robotique. Donc, c'est important qu'on fasse du edge computing localement sur les robots. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Bouziane. Je vous souhaite une excellente fin de journée et un énorme merci de votre présentation aujourd'hui. Merci. Au revoir.